Après les obsèques de mon beau-père, ma femme, sans emploi, a souri comme si elle avait gagné au loto. Elle m'a dit, maintenant, je suis riche et tu es inutile, puis elle a jeté des papiers de divorce sur la table avant même que je n'ai eu le temps de plier le drapeau qui recouvrait son cercueil. 24 heures plus tard, la notaire l'a rappelé, Harry et lui a demandé, avez-vous au moins lu le testament? J'étais là quand son visage est devenu livide. L'homme qu'elle croyait lui avoir légué un demi-milliard lui avait en réalité laissé une leçon. Je m'appelle Arnaud Quentin, et je n'aurais jamais pensé que la seule personne que j'enterrais cette semaine-là serait la seule à avoir vraiment vu ma valeur. Le jour où mon mariage s'est terminé a aussi été celui où j'ai appris ce que signifie un véritable héritage, car cela n'avait rien à voir avec l'argent. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un commentaire ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, savoir que quelqu'un est là fait toute la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si cette histoire touche votre cœur ne serait-ce qu'un peu, abonnez-vous et rejoignez notre cercle grandissant de personnes qui ont traversé la trahison, le chagrin, et qui ont tout de même trouvé le chemin du retour à elles-mêmes. Parce que les histoires comme les nôtres méritent d'être entendues. L'air à Aix-en-Provence ce matin-là était vif et sec, le genre qui vous colle à la gorge et donne à chaque respiration un goût de poussière et de pain. L'église Saint-Sauveur se dressait sur fond de collines ocre du Luberon, sa croix de pierre à peine visible dans la lumière déclinante. À l'intérieur, l'odeur de cire d'abeille et de garrigue se mêlait au faible murmure des gens se souvenant de Bernard le Roi, l'homme dont tout le monde jurait ici qu'il avait construit la moitié du cœur de la ville. Je me tenais près de l'autel, redressant une gerbe du centre communautaire de la Bastide, l'endroit où il avait consacré sa vie. Je m'appelle Arnaud Quentin, 31 ans, chef de projet déploiement logiciel, gendre d'un homme qui croyait que la richesse n'était pas ce que l'on gardait, mais ce que l'on donnait. Et tandis que je regardais la file de personnes en deuil défiler, tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point il était étrange que l'absence de Bernard remplisse la pièce plus que sa présence ne l'avait jamais fait. Manon, ma femme, se tenait au premier rang comme si elle possédait l'air entre les bancs. À 33 ans, agitée, vêtue d'une robe couleur crème qui chatoyait contre les couleurs sombres de la foule. Elle n'avait pas versé une larme de toute la matinée. Lorsque les gens murmuraient « héritage », ses yeux brillaient, non de chagrin, mais de calcul. Chaque fois que quelqu'un mentionnait « la succession le roi », son téléphone s'illuminait dans sa main comme un tic nerveux. Je la voyais faire défiler l'écran, souriant faiblement, comme si elle comptait les condoléances comme des signaux. La cérémonie s'est déroulée avec une dignité tranquille. Cécile Renaud, la notaire de Bernard, était assise 2 rangs derrière, les mains jointes autour d'un cahier usé. J'ai croisé son regard une fois, calme et sachant. Quand la chorale a chanté « Plus près de toi, mon Dieu », Manon s'est penchée vers moi et a chuchoté « Tu sais, papa avait un demi-milliard bloqué. Une fois que les papiers seront réglés, j'en aurai fini de vivoter. » J'ai cligné des yeux. « Un demi-milliard » ai-je répété doucement. Elle a souri, les yeux toujours fixés sur l'autel. « Tu m'as bien entendu. Nous allons enfin vivre comme des gens qui le méritent. » Son ton ressemblait moins à de l'espoir qu'à un droit. Après l'office, j'ai aidé les bénévoles du centre communautaire à transporter les chaises pliantes et à empiler les micelles. Ils m'ont remercié, m'ont dit à quel point les dons de Bernard maintenaient leur programme en vie. Comment il avait financé des rampes d'accès pour les handicapés, la plomberie pour une maison de retraite, des bourses pour les jeunes du quartier. J'entendais sans cesse la même phrase, il n'a pas seulement construit des maisons, il a construit des gens. Manon, pendant ce temps, se tenait près du parking, riant dans son téléphone sous le soleil d'hiver, le blanc de sa robe presque aveuglant. Alors que les derniers invités partaient, Cécile s'est approchée, le col de son manteau relevé contre le Mistral. « Arnaud » dit-elle doucement, me tendant la main. « Il a laissé quelque chose pour vous. » J'ai froncé les sourcils. « Pour moi. »« Mercredi » dit-elle. « Rendez-vous à l'office du cours Mirabeau. Il voulait que vous soyez là avant tout le monde. » « Qu'a-t-il dit » ai-je demandé. Cécile a souri comme le fait quelqu'un qui détient un secret qui n'est pas le sien. Elle a dit, il a dit que vous étiez le seul à regarder ses notes et à voir ce qu'elles signifiaient vraiment. Cette nuit-là, alors que je chargeais les fleurs restantes dans mon utilitaire, j'ai pensé à ces mots, à la petite écriture soignée de Bernard dans son grand livre de contes, comment il avait écrit, ne dépenser que là où cela allège la journée de quelqu'un. C'était un homme qui mesurait la valeur en impact, non en taille. Et pourtant, sa propre fille se tenait sur la tombe de ce même principe, attendant un chiffre pour la sauver. Je ne le savais pas alors,
mais le froid de cette matinée ne venait pas de la météo. Il venait de la première fissure dans un mariage construit sur deux définitions différentes de la valeur. Les mots de Cécile résonnaient sur le chemin du retour, cours Mirabeau. Il a laissé quelque chose pour vous. J'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu la guirlande de lavande séchée suspendue au mur de pierre de l'église, se balançant au vent. Bernard m'a dit un jour qu'elles étaient un rappel, assaisonnez votre vie, mais n'en faites jamais trop. Trop d'épices gâchent le plat. Je ne savais tout simplement pas que bientôt la femme à côté de moi serait celle qui allait tout brûler de l'intérieur. Au moment où j'entrais dans les rues sombres d'Aix-en-Provence, la question s'était enracinée profondément dans ma poitrine, qu'était exactement ce demi-milliard, une fortune ou un avertissement? La nuit après les obsèques, notre petit appartement près de la gare semblait plus froid que d'habitude. Le radiateur soufflait sous la table tandis que je parcourais nos factures, relevés de cartes de crédit, loyers, charges, tous empilés comme des accusations silencieuses. L'écran de mon ordinateur portable brillait contre les murs pâles de la cuisine, les chiffres saignant en rouge sur notre feuille de budget. Chaque mois se terminait de la même manière, mon salaire envolé, nos économies réduites. J'avais pris 2 contrats, des journées au bureau et des nuits de codage en freelance, pendant que Manon restait à la maison. Elle disait que chercher un emploi était inutile en attendant que la vie change. La porte a cliqué juste avant 22 heures. Manon est entrée, sentant le parfum coûteux et la fumée de bar. Elle a laissé tomber son sac sur le comptoir et a retiré ses talons, ne jetant même pas un coup d'œil à la table pleine de factures. Soirée difficile, ai-je demandé. Je rattrapais le temps perdu avec des gens qui comptent, maintenant que papa est parti, a-t-elle bâillé. J'ai dit, rien. La machine à café sifflait dans le coin, comptant les secondes plus fort que nous deux. Quand je lui ai montré le tableau, elle a à peine regardé. Nous sommes encore dans le rouge, ai-je dit. Tu as dépensé 400 € en soins de la peau, 200 € pour un week-end à la Thalasso et encore un grand à Deauville. Nous devons ralentir. Elle a ricané, se servant du vin. Pourquoi? Encore quelques semaines et j'aurai accès à l'héritage. Tu peux arrêter de faire semblant de budgéter comme si nous étions fauchés. Je l'ai fixé. Être fauché n'est pas un état d'esprit, Manon. C'est des maths. Elle a bu une gorgée. Tu parles exactement comme lui. Bernard. Toujours à propos du but, de la charité, de la retenue. Il n'a jamais vraiment vécu. Ses yeux se sont durcis. Moi, je le ferai. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Il a passé sa vie à aider les gens à respirer plus facilement, ai-je dit. C'est ce que l'argent devrait faire. Elle a ri, un rire court et cassant. Alors je vais m'aider à respirer d'abord, avec 500 millions. Plus tard, quand elle est allée prendre sa douche, j'ai remarqué les notifications sur l'écran de son téléphone, virement, retrait. La curiosité s'est transformée en angoisse. J'ai rouvert l'ordinateur, vérifié notre compte joint. Les chiffres ne correspondaient pas. Des milliers d'euros manquants, déplacés par petites sommes vers un portefeuille numérique à son nom. Des transactions réparties sur 3 mois, les mêmes mois où Bernard avait été hospitalisé. Ma gorge s'est serrée. Quand elle est revenue, j'ai demandé, tu as déplacé de l'argent? Elle a haussé les épaules. J'ai pris soin de papa. Tu crois que les bougies et les trajets chez le médecin se paient tout seuls? J'ai dit doucement, l'aide-soignante que j'ai embauchée s'est occupée des bains et de la conduite. Tu étais occupé à publier des photos de brunch. Son visage est devenu vide. Tu m'accuses? Je te demande de l'honnêteté. Je mérite quelque chose, Arnaud, a-t-elle claqué. J'ai été bloqué avec ton salaire ennuyeux en attendant que ma vie commence. J'ai regardé cette femme qui avait dit autrefois qu'elle voulait une vie qui ait un sens. Maintenant, elle ne voulait que, plus. Je n'ai pas discuté. Cela ne servait à rien. Chaque mot que je disais ne faisait que l'enfoncer davantage dans l'illusion que l'argent réécrirait son caractère. Au lieu de cela, j'ai fait ce que Bernard m'avait appris un jour, rester immobile quand la tempête arrive. J'ai sauvegardé nos relevés financiers, imprimé les documents et les ai mis sous clé. Si l'héritage n'était pas ce qu'elle pensait, elle avait déjà construit son propre piège. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait en faisant défiler des annonces immobilières à Aix, je suis resté assis sur le canapé, regardant une vieille photo sur mon téléphone. Bernard et moi installant la rampe à l'extérieur de sa maison. Ses mains étaient stables malgré les tremblements de l'âge. Dépense sagement, m'avait-il dit, sans hausser la voix.
Je le comprenais maintenant plus que jamais. Par la fenêtre, les lumières d'Aix vacillaient comme des étoiles agitées. Quelque part entre leur lueur et le silence de notre appartement, j'ai réalisé que le compte à rebours avait commencé, non pas vers la richesse, mais vers la révélation. Dans 2 jours, nous serions au cabinet notarial du cours Mirabeau pour la lecture du testament. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de ce que je pourrais perdre. J'étais prêt à voir sur quoi elle avait construit tout son monde et à quelle vitesse il s'effondrerait une fois que la vérité aurait respiré pour la première fois. La lumière du matin à Aix se glissait à travers les stores comme de l'or liquide, attrapant les bords du vieux bureau ennoyé de Bernard. Cette odeur de cèdre et de papier me rappelait toujours sa façon de parler, calme, posée, pratique. C'était la matinée précédant la lecture du testament et j'étais assis dans le calme de son bureau, la pièce toujours imprégnée de sa présence. Dans le coin du bureau se trouvait une enveloppe scellée à la cire rouge, mon nom écrit de sa main, délibéré et ferme. Je l'avais déjà vu, il y a des mois, lorsqu'il m'avait demandé d'aider à organiser ses dossiers de projet. Je n'avais pas osé l'ouvrir alors. Maintenant, je savais que je devais le faire. J'ai passé mes doigts sur le grain du tiroir ennoyé et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents, des accords de prêt, des rapports de projets communautaires et un épais dossier intitulé « Plan de relance du centre communautaire de la Bastide ». Bernard avait toujours été fier de ce projet. Il m'a dit un jour, si je peux donner aux gens un endroit pour apprendre et travailler, c'est mieux que de leur laisser des chèques qu'ils gaspilleront. Le dossier contenait les détails financiers de ce rêve. Un engagement signé stipulant 500 millions € promis comme garantie pour restructurer les passifs communautaires, pas un héritage, pas de l'argent liquide. C'était une garantie, une promesse contre une dette. La pièce a semblé s'incliner un instant tandis que je faisais le lien. Toute la ville croyait que Bernard avait un demi-milliard dormant dans un coffre, même Manon. Mais la vérité était différente. Des mois avant sa mort, des défaillances de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des taux d'intérêt avaient failli couler son initiative communautaire. Il avait hypothéqué tout ce qu'il possédait pour maintenir ses travailleurs en emploi, pour empêcher ses bâtiments communautaires de s'effondrer en cours de projet. La banque lui avait accordé un délai de grâce, 2 ans pour rétablir l'équilibre avant la saisie. Dans le coin d'un document, j'ai trouvé une note manuscrite, si je n'arrive pas à expliquer cela moi-même, assure-toi que quelqu'un le fasse, et seulement lorsque le moment sera opportun. C'était ce qu'il voulait dire en disant à Cécile de me contacter séparément. Il n'avait jamais fait confiance à Manon pour gérer la nuance. Pour elle, tout se présentait en 2 couleurs, gagner ou perdre. Je pouvais encore entendre sa voix de cet après-midi, il y a des mois. Il était assis juste là, une tasse de café noir à la main, les yeux fatigués, mais vivants. Je n'ai rien dit à Manon, avait-il dit, car elle transformerait mes funérailles en ruée vers l'or. Elle ne comprendra pas la garantie ni les délais de grâce, seulement les chiffres. Toi, si. Tu vois le but là où les autres voient des totaux. Il avait marqué une pause, m'avait regardé comme un mentor regarde un étudiant qu'il voudrait faire partie de sa famille. Alors, quand ce sera le moment, laisse la vérité parler d'elle-même. J'ai fermé les yeux et me suis souvenu d'avoir hoché la tête silencieusement ce jour-là. Il avait souri faiblement et ajouté, chaque héritage comporte un test. Certaines personnes héritent de l'argent, d'autres du sens. Maintenant, de retour dans le silence de son bureau, j'ai déplié une dernière page, un addendum tapé, marqué, pour référence exécutive. C'était une clause dont Manon ignorait l'existence. Toute allocation personnelle accordée à un héritier direct serait versée mensuellement sous réserve de la preuve d'un emploi ou d'une formation active d'au moins 20 heures par semaine. Sans cela, pas de paiement, pas d'exception. Même la petite allocation que Bernard avait mise de côté pour Manon venait avec une responsabilité. Et ce demi-milliard massif n'était pas destiné à être dépensé par qui que ce soit, il était déjà au travail, déjà engagé auprès d'autres. Ce n'était pas une fortune à hériter. C'était une dette qu'il avait embrassée pour le bien de gens qui ne connaîtraient jamais son nom. Un instant, je me suis demandé si je devais l'avertir. Peut-être lui épargner l'humiliation publique qui allait inévitablement arriver. Mais la note de Bernard m'est revenue, seulement lorsque le moment sera opportun. Si je lui disais maintenant, elle le déformerait. Elle prétendrait que je manipulais le testament. Elle n'apprendrait rien. J'ai donc verrouillé les papiers à l'intérieur du tiroir ennoyé, scellant la vérité derrière une couche de bois poli et une résolution tranquille. Dehors, le vent portait le bruissement sec des guirlandes de lavande se balançant sur la véranda. Quelque part, une cloche sonnait au loin. Le compte à rebours avait commencé.
Dès le lendemain matin, la tempête légale commencerait, et l'homme qu'elle pensait que j'étais le mari inutile serait le seul à savoir dans quoi elle s'engageait. Cette nuit-là, la maison à Aix ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Les invités étaient partis depuis longtemps. Le parfum des fleurs devenait amer dans l'air immobile. Les lampes projetaient une lueur de miel sur le sol, douce mais solitaire. J'étais en train de ramasser les photos encadrées de Bernard sur la cheminée lui à l'inauguration de la Bastide, coupant le ruban avec des enfants autour de lui lorsque la porte s'est ouverte. Manon est entrée, ses talons cliquetant sur le carrelage, son parfum épais et confiant. Elle avait troqué sa robe noire contre quelque chose de vif et brillant, presque de fête. Il y avait quelque chose dans ses yeux, du soulagement déguisé en triomphe. Sans un mot, elle a placé une pile de papier sur la table entre nous. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir ce que c'était. Signe, dit-elle sèchement. Tu ne fais plus partie de ça. Je n'ai pas besoin d'un homme avec un salaire quand je suis sur le point d'avoir 500 millions. Les mots n'ont pas fait mal comme elle l'aurait voulu. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé la femme qui m'avait promis autrefois un partenariat, parlant maintenant comme une étrangère. Es-tu sûr de ne pas vouloir attendre que le testament soit lu, ai-je demandé doucement. Je sais déjà ce qu'il dit, a-t-elle répliqué, le menton levé. Ne fais pas comme si tu comprenais les affaires, Arnaud. Papa a pris soin de moi. J'ai hoché la tête lentement. C'est vrai, ai-je dit, mais peut-être pas de la manière que tu crois. Elle a soupiré d'irritation, croisé les bras. Tu as toujours été jaloux de ce que je mérite. Sa voix portait ce mélange cassant de fierté et de peur. J'ai signé le papier, le stylo grinçant sur la ligne comme une porte qui se ferme. Dépose-le toi-même, ai-je dit. Envoie mes affaires quand tu auras fini. Alors que je me dirigeais vers le couloir, un coup de vent de la fenêtre ouverte a fait tomber une des photos de Bernard face contre terre. Je me suis penché pour la ramasser, et un bout de papier est tombé du cadre. Son écriture à nouveau, petite, calme. Reste stable quand la tempête arrive. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai marché vers la porte d'entrée. Derrière moi, la voix de Manon s'est adoucie, presque pour elle-même. Tu vas le regretter quand je serai parti. C'est déjà fait, ai-je dit, sans me retourner. Dehors, l'air était froid, la guirlande de lavande se tordant dans la brise comme des lanternes rouges. J'ai fait une pause sur le perron juste assez longtemps pour entendre son téléphone sonner à l'intérieur. Son ton a changé instantanément. Plus léger, conspirateur. Il a signé. Tu auras ta part une fois que l'argent sera débloqué. Reste discret. Je suis resté là dans l'obscurité, le son de son rire coupant le silence comme un couteau. Alors, elle avait un partenaire dans cette affaire. Quelqu'un qui attendait sa part du rêve. Peut-être un vieil ami, peut-être un créancier. Peu importait. La forme de la cupidité était toujours la même. En marchant vers mon utilitaire, j'ai jeté un coup d'œil à la signature sur ma copie du formulaire de divorce. En dessous, en petits caractères, il y avait la date et la clause, prend effet 24 heures après la signature définitive. J'ai figé un instant. Cela signifiait qu'elle avait déjà déposé la requête plus tôt, n'attendant que moi pour la compléter. 24 heures. C'était le temps qu'il faudrait pour que mon nom disparaisse de sa vie, tout comme l'illusion de la richesse allait bientôt disparaître de la sienne. Je suis resté un moment dans le siège du conducteur avant de démarrer le moteur, mes mains reposant sur le volant. Pas de colère, pas d'amertume, juste une pulsation tranquille et stable de clarté. Bernard m'a dit un jour, parfois, perdre est la seule façon de garder son âme. Maintenant, je comprenais. À travers le pare-brise, je pouvais encore voir la faible lueur de la maison derrière moi. La maison qui n'était pas vraiment la mienne, remplie de choses qui n'appartenaient vraiment à aucun de nous. Quelque part à l'intérieur, Manon portait probablement un toast à sa liberté, croyant qu'elle avait fait le bon choix. Mais j'avais vu ce qu'elle n'avait pas vu. Les papiers dans le tiroir en noyer, la vérité, attendant d'anéantir ses illusions. Au moment où cette clause prendrait effet, et au moment où la banque verrouillerait les comptes, son empire d'air s'évanouirait. Et quand la tempête viendrait, comme elle vient toujours, je ferai exactement ce que Bernard avait demandé. Je resterai stable. Dès le lendemain matin, le monde s'était réorganisé dans le silence. Les papiers étaient signés. La maison derrière moi n'était plus la mienne, et pourtant je me sentais plus léger que je n'aurais dû. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel près de la place Richelme à Aix. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé la ville respirer sous le soleil d'hiver.
Je me suis dit que c'était la liberté, mais elle avait toujours le goût de cendre. Puis mon téléphone a vibré avec un seul message de Cécile. La lecture du testament a été avancée. Soyez prêts. Pendant ce temps, à des kilomètres au sud à Marseille, Manon était vêtue pour la victoire. Ses talons claquaient sur le marbre de la Banque provençale de gestion de patrimoine, le genre d'endroit avec des murs de verre et un silence si épais qu'il vous obligeait à chuchoter. Elle était accompagnée de son avocat, un jeune homme aux cheveux gominés qui ressemblait plus à un vendeur qu'à un conseiller. Ils se sont approchés du comptoir, sa voix résonnant d'assurance. Je suis ici pour accéder au compte de la succession Leroy. Mon père est décédé la semaine dernière et je suis l'unique héritière. Le banquier a souri poliment, a tapé quelque chose, puis s'est arrêté. La pause était assez longue pour couper l'air. Il a vérifié à nouveau, plus lentement cette fois. Madame Leroy, je crains qu'il n'y ait une restriction sur ce compte. Manon a froncé les sourcils. Restriction? Qu'est-ce que cela signifie? Les fonds sont censés être transférés. Le ton de l'homme a changé. Les 500 millions d'euros en question ont été temporairement gelés en attendant un examen de la garantie. Les actifs sont engagés, non liquides. Ses yeux se sont agrandis. Excusez-moi. C'est mon héritage. Le banquier s'est éclairci la gorge et lui a tendu un document tamponné à l'encre bleue. C'est une garantie pour un prêt de réaménagement communautaire. Les registres de Monsieur Leroy indiquent que le solde devait être réglé ce trimestre. Tant que cela n'est pas terminé, les fonds ne peuvent pas être consultés. La voix de Manon s'est aiguisée. Vous dites que je ne peux pas toucher un seul euro? Le directeur de l'agence est arrivé, plus âgé, délibéré, tenant un dossier. Madame Leroy, votre père a utilisé ce compte pour garantir des projets d'emploi pour des centaines de personnes. La succession n'est pas en faillite, mais elle n'est pas non plus distribuable. En termes plus simples, l'argent sert quelqu'un d'autre avant de pouvoir jamais vous servir. Quelque part à ce moment-là, mon téléphone a commencé à vibrer dans ma chambre d'hôtel. Son nom s'est affiché à l'écran, le même nom qui me faisait sourire autrefois. J'ai répondu. Sa voix est arrivée comme une lame. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle hurlé. Tu l'as bloqué, n'est-ce pas? Tu essaies de me voler. J'ai gardé ton uniforme. Je n'ai rien fait, Manon. As-tu lu le testament? Je n'ai pas besoin de le lire. Mon père ne donnerait jamais le pouvoir à un étranger, surtout pas à toi. J'ai pris une lente inspiration. Alors, peut-être devrais-tu te demander pourquoi Cécile t'a dit de te préparer avant la lecture. Il y a eu un silence suivi par le bruit de sa respiration, saccadée, inégale. Tu mens, a-t-elle dit. Mais sa voix était plus petite maintenant. Ton père n'a pas caché d'argent, Manon, ai-je dit doucement. Il l'a utilisé. Tu n'as jamais remarqué où. Elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci de Cécile. Arnaud, venez au cours Mirabeau immédiatement. Il y a une clause qu'ils n'ont pas encore lue. 3 heures. J'ai fermé mon sac et j'ai pris ma veste. Alors que je sortais dans le froid, le monde me semblait enfin rattraper la vérité que je portais. Au même moment, sur le parking devant la Banque provençale, Manon se dirigeait vers sa voiture. Un homme était appuyé contre elle, un visage familier que j'avais reconnu sur de vieilles photos. Il s'appelait Grégoire, un courtier immobilier que Bernard avait renvoyé il y a des années pour falsification de contrat. Manon a figé quand elle l'a vu. Alors, a-t-il dit avec un sourire tordu, j'ai entendu dire que la mine d'or était bloquée. Elle a croisé les bras. C'est juste temporaire. Il a ri, bas et méchant. Tu as dit que tu aurais les fonds maintenant. J'ai mis 100 000 euros pour préparer cette affaire de tourisme que tu voulais. Si je ne les récupère pas cette semaine, je dépose une plainte pour fraude. Elle a cligné des yeux rapidement, sa confiance se fissurant. Ça arrive. J'ai juste besoin de quelques jours. Des jours que tu n'as pas, a-t-il dit, s'approchant. Tu as joué la mauvaise carte, ma belle. Cet argent n'a jamais été le tien. Quand il est parti en voiture, elle est restée là, tremblante, serrant son téléphone. Pour la première fois, elle ressemblait moins à une femme attendant la richesse et plus à quelqu'un réalisant qu'elle avait été la dernière à comprendre les règles. Sur l'autoroute vers Aix-en-Provence, j'ai senti mon téléphone vibrer à nouveau. Cécile m'avait envoyé une photo, une page manuscrite du testament de Bernard.
si un héritier refuse de faire face à la vérité, la banque a le droit de suspendre tous les actifs jusqu'à ce que la condition qui l'accompagne soit remplie. La condition était jointe dans une deuxième image, la clause que j'avais trouvée dans le tiroir en noyer. Emploi ou formation 20 heures par semaine ou perte. Bernard avait tout prédit, le droit, l'aveuglement, l'effondrement. Il n'avait pas écrit un testament pour une fille. Il avait écrit un miroir pour qu'elle puisse enfin se voir. Alors que les montagnes apparaissaient à l'horizon, le ciel a commencé à luire de la couleur du fer qui tourne au feu. J'ai pensé à l'appeler, à lui donner un avertissement, mais je me suis souvenu des mots de Bernard, la vérité a besoin du bon décor pour être entendue. Lorsque je suis arrivé au cours Mirabeau, le vent s'était levé, portant de la poussière et une lumière froide à travers le quartier des Arts. Les prochaines heures allaient tout décider, et quelque part à Marseille, Manon Leroy commençait à comprendre ce que signifiait hériter d'un rêve auquel elle n'avait jamais cru. L'office notarial de maître Cécile Renaud était niché entre deux galeries du cours Mirabeau, ses murs tapissés de peintures de ciels ouverts et de paysages provençaux. Lorsque je suis arrivé cet après-midi-là, le soleil était assez bas pour tout peindre en or. À l'intérieur, l'air était tendu, le genre de silence qui bourdonne avant que quelque chose ne se brise. Cécile m'a accueilli avec son calme habituel, bien que je puisse voir la fatigue derrière ses yeux. « Elle est déjà là » dit-elle doucement. Manon était assise à l'extrémité de la longue table en bois, son avocat à côté d'elle, téléphone face contre terre, les jointures blanches. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Le représentant de la Banque provençale, Monsieur Dubois, a ajusté sa cravate et a ouvert une mallette pleine de documents. Cécile s'est éclairci la gorge. Commençons. La lecture a commencé par le langage standard, formel, impersonnel. Puis vint la division des actifs, des biens personnels, des allocations caritatives, et enfin le fond de la succession. L'impatience de Manon transparaissait à chaque respiration. « Peut-on passer à la partie où il y a mon nom » a-t-elle claqué. Cécile a levé les yeux. « Nous y arriverons, mais vous voudrez peut-être d'abord le contexte. »« Je n'ai pas besoin de contexte » a dit Manon. « J'ai juste besoin du chiffre. » Les yeux de Cécile se sont adoucis avec quelque chose comme de la pitié. « Très bien. » Sous la section 3, actifs financiers de la succession, le document stipule, les 500 millions d'euros détenus par le Trust Leroy sont engagés comme garantie pour les obligations continues de développement communautaire. Elle a regardé Manon directement. Savez-vous ce que signifie garantie ? Manon a cligné des yeux, confuse. Vous dites que je ne peux pas y accéder ? Je dis que ce n'est pas de l'argent dormant dans un coffre, a répondu Cécile. C'est ce que votre père a utilisé pour maintenir des centaines de travailleurs en emploi lorsque les marchés se sont effondrés. Il n'a pas thésaurisé la richesse. Il l'a recyclée. Manon a secoué la tête. C'est impossible. Il m'a dit que je serais prise en charge. C'est le cas, a dit Cécile doucement. Mais pas de la manière que vous pensez. Monsieur Dubois lui a remis un dossier. Conformément aux conditions de garantie, ces fonds restent sous le contrôle de la banque jusqu'à ce que les obligations soient entièrement remplies. Il n'y a pas d'héritage au sens conventionnel. Manon a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ce n'est pas réel, a-t-elle chuchoté. Cécile a expiré doucement puis, de manière inattendue, a ri. Ce n'était pas cruel, juste un son d'incrédulité face à la pure ironie. Vous savez, Madame Leroy, vous avez déposé votre divorce ce matin. En vertu de la loi, cela signifie que vous n'êtes plus conjointe au moment de cette lecture. Par conséquent, vous êtes exclu du legs personnel de 80 000 € que votre père vous a laissé. Vous vous êtes auto-exclu. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de Manon s'est serrée, ses yeux se sont tournés vers moi. Tu étais au courant, n'est-ce pas ? J'ai secoué la tête. Non, mais il t'avait prévenu à propos du timing. Cécile a continué. Même pour assurer l'équité, Monsieur Leroy a laissé un montant séparé, 40 000 €, à Monsieur Arnaud Quentin, pour l'assistance professionnelle et personnelle rendue pendant sa maladie. C'est une reconnaissance, pas une charité. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Je ne m'y attendais pas, je sais, dit-elle doucement. Il vous faisait confiance pour l'utiliser à bon escient. Manon avait l'air frappé, son avocat chuchotant quelque chose qu'elle ne semblait pas entendre. Puis Monsieur Dubois a repris la parole, déposant un nouveau document sur la table. Il y a une dernière chose. À compter d'aujourd'hui,
les 500 millions ont été officiellement transférés à la Fondation Bernard Leroy, désignée comme un fonds communautaire permanent. Aucune hérédité individuelle ne sera accordée. La voix de Manon s'est brisée. Alors, c'est parti. Tout. Pas parti, a dit Cécile. Réorienté. Votre père croyait que la responsabilité était une forme de richesse. C'était sa façon de l'enseigner une dernière fois. J'ai atteint l'intérieur de ma veste et j'ai déplié la lettre scellée que je portais depuis les obsèques. Cécile m'a fait signe de lire. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai ouverte. L'écriture de Bernard était la même que toujours. Soignée, délibérée. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as gardé ton calme quand la tempête est arrivée. Tu n'étais jamais censé protéger mon argent, Arnaud. Tu étais censé protéger son sens. Merci d'avoir vu ce que les autres ne pouvaient pas, j'ai arrêté. Le silence dans la pièce s'est étiré, lourd mais étrangement paisible. Les yeux de Manon brillaient, son expression se fissurant à mesure que la vérité s'installait. Pour la première fois, je ne voyais pas de l'arrogance en elle, juste une perte. Non pas la perte d'argent, mais du père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Cécile a fermé le dossier, sa voix s'adoucissant. C'est fini. Manon s'est levée brusquement, ramassant son sac, mais avant de partir, elle m'a regardé. Il t'a fait plus confiance qu'à moi, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard. Il ne faisait confiance à aucun de nous deux avec l'argent. Il nous faisait confiance avec les choix. Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement retournée et est sortie dans la lumière dorée qui inondait le cours Mirabeau. Cécile a rangé les papiers, me jetant un coup d'œil. Elle reviendra, dit-elle doucement. Quand les illusions s'effondrent, les gens cherchent généralement la seule personne qui leur a dit la vérité. Je suis sorti dans l'après-midi vif, le soleil brillant contre les murs de pierre. En bas de la rue, un groupe d'enfants riait, chassant un cerf-volant en papier qui flottait dans la brise. Quelque part entre le son de leur rire et le bruissement des feuilles sèches, j'ai réalisé que le plan de Bernard avait fonctionné. Il s'était assuré que sa richesse restait vivante, non dans des comptes, mais dans des gens. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis les obsèques, j'ai finalement ressenti la paix. 3 jours après la lecture, je me suis rendu à la Bastide au crépuscule, le vent peignant les hautes herbes comme une main fatiguée. Le terrain semblait plus petit sans la voix de Bernard. Les panneaux délavés pendaient sur leurs poteaux, les murs de béton tachés de cicatrices de pluie, la plaque de bronze attrapant une mince barre de lumière à ceux qui construisent sans prendre. J'ai posé une bougie à la base et j'ai allumé la flamme, la maintenant stable dans l'ombre du mur. Une poignée de jeunes du quartier ensuite à capuche tachée de peinture grattaient des graffitis sur une porte. Une fille a essuyé son front et a demandé si j'avais connu Monsieur Leroy. Je lui ai dit que je lui devais une leçon de gentillesse. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait et a repris son travail. J'étais en train de ranger des plans de site dans une boîte en carton pour la banque lorsque des pas ont traversé le gravier. Manon. L'air autour d'elle semblait plus lourd qu'elle. Elle serrait un dossier contre sa poitrine, les cheveux tirés en arrière, sans rouge à lèvres. « Tu viens toujours ici ?» a-t-elle demandé comme si c'était une accusation. « C'est la partie qui est à moi », ai-je dit. « Pas l'argent. La raison pour laquelle je l'ai aidée. » Elle a jeté un coup d'œil à la plaque, puis à la poussière sur ses chaussures. « La banque dit que je peux toujours obtenir 2000 € par mois », a-t-elle dit, la voix serrée. « Si je suis employé ou en formation. Personne ne veut m'embaucher. Peux-tu leur dire que j'ai travaillé dans ton entreprise ? » J'ai pris mon temps pour répondre. Les rouleaux des bénévoles battaient sur la cloison sèche dans un rythme lent. Je ne vais pas mentir pour arranger un mensonge, ai-je dit. Si tu veux l'allocation, gagne-la. Ils embauchent des stagiaires ici. Demande. Sa bouche tremblait. Elle a ouvert son dossier. Grégoire menace de me poursuivre. Elle a dit qu'il voulait récupérer son argent de départ pour cette affaire de tourisme. 60 000 €. Il dit que j'ai fait de fausses déclarations. Si je ne paie pas d'ici la fin du mois, il porte plainte. J'ai senti quelque chose se mettre en place, l'argent manquant de notre compte joint retiré en petites gouttes pendant que Bernard était à l'hôpital. Tu as utilisé cet argent. Il n'était pas à toi de dépenser. Rien n'a jamais été à moi, a-t-elle répliqué, puis elle s'est effondrée sur la marche en béton brut comme si une corde avait été coupée. Je n'arrêtais pas de me dire que ça s'équilibrerait quand l'héritage arriverait. J'ai construit ma vie sur un chiffre qui n'existait pas,
j'ai ouvert le classeur de projets que Bernard m'avait laissé et j'ai sorti une seule page, une lettre adressée à la banque et à la direction du site. Son langage était formel mais gentil. Si Manon vacille, donnez-lui une porte de retour, mais seulement si elle vient sur le site et travaille de bonne foi. Je la lui ai tendue. Il avait prévu cela, ai-je dit, tu as une chance. Mais ça se passe ici, pas dans un showroom. Elle a lu la lettre en silence, des larmes coulant sans drame. Il me connaissait, a-t-elle chuchoté. Mieux que je ne le voulais. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux vidés de toute mise en scène. Tu as gagné, a-t-elle dit. Je n'ai pas gagné, ai-je répondu. J'ai juste gardé la seule chose que je ne pouvais pas vendre, mon nom. Le vent soupirait à travers les barres d'armature. Un bénévole nous a apporté une pile de gants sans un mot et a continué son chemin. Manon est restée assise longtemps puis a hoché la tête, petite et honnête. À qui dois-je parler? J'ai pointé la roulotte du chantier. Demande Cruz. Commence là où tout le monde commence. Alors qu'elle se levait, le soleil tardif a percé une fente de nuages et a jeté une bande dorée sur le mur à moitié construit. Pour la première fois depuis les obsèques, je n'ai pas vu de ruines. J'ai vu une liste de tâches. Je me suis promis de rester jusqu'à ce que les jeunes n'aient plus besoin de promesses. Plus tard, alors que je scellais la boîte en carton, j'ai trouvé une dernière enveloppe que Bernard avait scellée pour moi. À l'extérieur, il avait écrit « Quand tu seras prêt à recommencer ». Je l'ai glissé dans ma veste et j'ai laissé la flamme terminer son petit travail. 6 mois plus tard, le printemps a réveillé Aix-en-Provence avec des fleurs blanches sur les amandiers devant mon studio. La lumière du matin inondait le plancher de bois comme de l'eau, attrapant des particules de poussière et un plan de site de la Bastide maintenant barré de coches. La phase 1 était ouverte, un laboratoire informatique, un atelier, une salle polyvalente qui sentait la peinture fraîche et le métal froid. Les 40 000 € que Bernard m'avait laissés étaient sortis en un seul transfert, argent de départ pour les bourses et les machines. J'avais écrit le libellé avec une boule dans la gorge, font Bernard et Arnaud. Ce matin-là, j'ai ouvert la dernière enveloppe. Son écriture s'était affinée, mais la voix était la même. Quand tu seras prêt, utilise ce que tu as pour replanter ce que j'ai commencé. Mon argent est fini. Son sens ne l'est pas, je l'ai replié dans la manche et j'ai mis ma veste. À la Bastide, Cécile était déjà là avec Monsieur Dubois, examinant le rapport trimestriel de la fondation. Il serait fier, dit-elle, me tendant une copie. La banque reconnaît cela comme une autosuffisance. La dette a été remboursée par les opérations et les fonds jumelés. Dehors, à travers la vitre, un groupe d'adolescents était penché sur un petit robot, se disputant pour savoir pourquoi il virait à gauche. Dans la salle d'art, une femme aux cheveux attachés aidait les enfants à dessiner des logos sur du papier craft. Manon. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard et m'a fait un signe de tête qui a atterri comme une trêve. Elle m'a rejoint dans le couloir avec une enveloppe. Ce que je te dois, a-t-elle dit. 10 000 €. Je ne demande rien. Je veux juste m'en débarrasser. Je l'ai ouverte et j'ai vu le chèque plus une courte note de son écriture. J'ai trouvé un travail. Ce n'est pas glamour. C'est réel. Garde-le, ai-je dit. Quand tu couvriras les frais de scolarité ou le loyer de quelqu'un d'autre, je considérerai la dette comme payée. Sa bouche s'est tordue en quelque chose comme un sourire. Je commence à temps plein la semaine prochaine, a-t-elle dit. Assistante de programme. Je sais maintenant où sont les balais. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Merci de ne pas m'avoir humilié quand tu aurais pu le faire. Ce n'était pas de la pitié, ai-je dit. C'était le plan de Bernard. Cécile m'a fait signe d'aller vers la cour. Le conseil d'administration avait installé des chaises pliantes et un petit podium sous une guirlande de fanions en papier. Des familles se sont rassemblées, les téléphones sortis. La plaque avait été polie. Les lettres dégageaient une lumière fraîche. Quand ils m'ont présenté, j'ai senti la vieille panique monter, la partie de moi qui préfère le code au microphone. Mais ensuite j'ai vu les jeunes à travers le mur de verre, la tête penchée sur leur projet, et les mots sont venus. Monsieur le roi a un jour mis sa fortune en jeu pour que d'autres personnes ne perdent pas leur salaire, ai-je dit. Il aurait pu nous laisser de l'argent. Il nous a laissé du travail. Je ne peux pas égaler ce qu'il a risqué, mais je peux égaler son intention. J'ai remis ma petite part dans cet endroit et j'ai obtenu quelque chose de plus grand en retour. Il a échangé la richesse contre la responsabilité. J'ai échangé ma colère contre le calme.
Nous avons tous deux fait un profit. Quelques personnes ont ri doucement à cela. Le vent a attrapé les fanions. Les carillons sur le porche ont cliqueté les uns contre les autres comme des pièces de monnaie en verre. Au dernier rang, Manon se tenait les mains jointes, les yeux brillants, ne demandant plus le devant de la scène.